Aude, c'est à toi de jouer. Donc, bonjour à tous, je suis Aude de Lamberty. Donc, cette réunion va se dérouler en 4 parties. Première partie avec Christelle de Business France qui va nous parler du marché de la sécurité au Qatar. Deuxième partie, Comexposium, Marie qui va nous parler du salon de la sécurité au Qatar, à savoir Milipol. Nous, Chambre de commerce de Seine-et-Marne, nous allons vous parler du pavillon France à Milipol, Qatar évidemment, et un dernier volet pour ma collègue Mathilde Plantier qui vous parlera du financement possible de ce salon. Voilà. Donc on va démarrer et je vais partager mon écran pour vous proposer le PowerPoint. Bonjour à tous. Donc, merci à la CCI Seine-et-Marne d'organiser ce webinaire. Je suis Christelle Perrand, la responsable de Business France au Qatar. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est avant tout le marché du Qatar, comment il a subi la crise et quels sont les grands projets qui sont maintenus malgré le Covid. On va également évoquer comment s'y positionner quand on est une PME française essentiellement. Donc, pour démarrer, quelques grandes données économiques, mais je suppose que vous le savez déjà tous. Donc, le Qatar, c'est un petit pays de la taille de la Corse, avec une population de 2,8 millions d'habitants et la particularité que 90% sont des étrangers. Mais c'est un pays intéressant puisque c'est l'un des pays les plus riches au monde en PIB par habitant ces dernières années. Alors, il n'a pas été épargné par la crise, bien entendu. Aujourd'hui, on est à peu près à 84 000 cas positifs et une centaine de décès. Donc, c'est assez peu par rapport à ce qu'on a pu connaître en France, mais c'est parce que les autorités ont réagi très tôt en fermant les lieux publics dès début mars et les frontières dès le 16 mars. Aujourd'hui, on est actuellement dans un plan de déconfinement qui a démarré le 15 juin et qui se déroule en 4 étapes jusqu'au 1er septembre. Et donc, progressivement, ils vont réouvrir peu à peu le pays et l'activité. L'essentiel des entreprises était en télétravail jusqu'alors, hors les secteurs prioritaires comme la sécurité ou la santé. Et également, il y a une zone qui a été mise en quarantaine parce qu'elle était le premier foyer de contamination dans le pays, c'est la zone industrielle. Qui a eu un fort impact sur l'économie puisque c'est là où résident la plupart des ouvriers et également où les sociétés stockent leurs produits. Alors sur l'économie, il y a eu quand même des délais de paiement observés, des rallongements des délais de paiement observés de la part des sociétés. Des problèmes de trésorerie qui apparaissent également. Il faut savoir que le Qatar a quand même mis en place un plan de déconfinement, un plan de soutien de l'économie qui permet aux entreprises, et notamment celles qui ont un actionnariat qatarien de minimum 10%, de pouvoir prétendre à des prêts garantis par l'État, essentiellement pour payer les salaires et les loyers. Au niveau des mesures de sécurité, donc elles ont été renforcées à l'aéroport notamment. Je vous ai mis quelques images sur ce slide, j'y reviendrai plus tard. Et puis, il y a également là, une application qui a été mise en place qui s'appelle Eteraz, application de tracking pour briser les chaînes de contamination. Sur le secteur de la sécurité, alors attendez, ça va un petit peu vite. Pardon. Pardon. Sur la slide de situation sociale, s'il vous plaît. Attends, j'arrive pas à revenir à la précédente. Alors, je continue. Donc, le Qatar, c'est un pays qui était un ancien protectorat britannique et qui a acquis son indépendance en 1971. Aujourd'hui, c'est la famille royale Al Thani qui est au pouvoir et donc l'émir Tamim a pris ses fonctions en 2013 en succédant à son père. Le Qatar fait partie du GCC, donc c'est cette alliance des 6 pays avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite,
Qatar, Koweït, Bahreïn et Oman. Cependant, cette organisation est un peu mise à mal depuis 2017, puisque le Qatar subit un blocus diplomatique de la part des Émirats et de l'Arabie saoudite, qui ont été rejoints par le Bahreïn, ce qui fait qu'il n'y a plus de vol direct ni de liaison maritime entre les Émirats et l'Arabie saoudite vers le Qatar, et réciproquement. Cela a permis au Qatar de développer sa production locale, que ce soit agricole ou industrielle, et de rerouter ces chaînes d'approvisionnement, puisqu'il dépendait historiquement très fortement des importations en provenance du port de Jebel Ali à Dubaï ou de l'Arabie saoudite. Un petit instant, Christelle. Aude, oui. Est-ce que tu peux mettre en plein écran? Il y a quelqu'un qui demande de mettre en plein écran, on ne voit pas grand-chose. Voilà, super, merci. Je te laisse. Le Qatar, ouais, merci. Le Qatar a bâti sa richesse sur le gaz. C'est le 5e producteur mondial, mais le premier exportateur de GNL, le gaz naturel liquéfié, un pari qu'il a fait dès le début des années 2000. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, il cherche à diversifier son économie avec, comme premier événement d'envergure, la Coupe du Monde FIFA 2022 qui donc aura lieu en novembre-décembre dans 2 ans. À plus long terme, il a également mis en place une National Vision 2030, mais ça c'est un peu sur le même modèle que les autres pays de la zone. Alors nos relations avec le Qatar sont plutôt bonnes. Il faut savoir qu'en 2019, la France est devenue le 2e fournisseur mondial du Qatar, donc tout secteur confondu. C'est derrière les États-Unis, on a gagné 8 places avec 4,3 milliards de dollars d'exportation. Et parmi les 5 principaux postes d'exportation qu'on livre au Qatar, donc il y a bien sûr des avions livrés à la compagnie nationale Qatar Airways, mais également des radars, équipements d'enregistrement et de surveillance qui constituent le 2e poste d'exportation française au Qatar avec 728 millions de dollars. Donc là, je vous ai juste mis quelques photos pour vous voyez un peu l'évolution rapide de l'urbanisation du pays, notamment de Doha, la capitale. Sur le secteur de la sécurité, c'est un pays plutôt sûr. Hein. On est le premier pays du Moyen-Orient et 31e au rang mondial en termes classé par le Global Peace Index. Le marché de la sécurité intérieure au Moyen-Orient devrait doubler d'ici 5 ans, avec des investissements assez conséquents. Il faut savoir aussi que la sécurité est tellement importante dans le pays que le Premier ministre est également ministre de l'Intérieur. Donc c'est pour vous montrer en quoi la sécurité est vraiment une priorité absolue de l'Émirat. Et ça a été d'autant plus ces dernières années puisque il faut savoir qu'au début de la crise entre le Qatar et les pays du Golfe, ça a été une cyberattaque. Hein. La Qatar National Agency avait été piratée. Plus récemment, on a eu le piratage d'Al Jazeera par la chaîne saoudienne BOQ, de beIN. Et donc tout ça pour vous montrer que le Qatar est source d'attaques et aujourd'hui a besoin de s'équiper et toujours d'avoir des solutions à la pointe pour pouvoir se protéger. Alors, on n'est bien sûr pas tout seul sur le marché. Hein. Nos principaux concurrents sont américains, je le disais. Les Anglais sont également très présents parce qu'ils ont une présence historique. Au niveau européen, nos principaux concurrents sont les Italiens. Et puis, depuis 2017, on voit apparaître de plus en plus les Turcs parce que ça a été les premiers à réagir et à venir en soutien au Qatar lorsqu'ils se sont retrouvés bloqués. Donc aujourd'hui, le Qatar en est reconnaissant. Alors, nos relations dans le domaine sécuritaire, alors je parle un peu de défense aussi, mais bon, il faut que vous le sachiez, le Qatar était le premier importateur d'armes françaises en 2018. Et en 2019, ça a été nos plus grosses commandes sur les 5 dernières années avec 10 milliards d'euros engrangés. La France est le 2e fournisseur d'équipements de sécurité du Qatar derrière les États-Unis. Et puis quelques entreprises françaises implantées ici qui peuvent également être de bons relais pour vous. Thales, qui vient d'ailleurs d'ouvrir un centre d'innovation au Qatar Science and Technology Park
pour développer notamment des logiciels et de la cybersécurité, Airbus Defence and Space, Dassault, MBDA ou IDEMIA qui vient de s'implanter, ou encore Samsic dans le Facility Management. On a également signé un accord de coopération universitaire entre l'Université Bretagne Sud et la Qatar University pour développer des partenariats de recherche dans la cybersécurité. Et le grand accord emblématique et politique entre le Qatar et la France a été signé en mars 2019, donc lors de la venue d'Édouard Philippe à Doha. Cet accord concerne la sécurisation de la Coupe du Monde 2022 et donc prévoit 4 grands axes. D'une part, la planification de la gestion sécuritaire d'un grand événement sportif, la surveillance des sites et des enceintes sportives, la gestion des crises de haute intensité et puis la sécurité des systèmes d'information. Et donc, concrètement, il va y avoir des échanges d'expertise entre la gendarmerie française et le centre de sécurité électronique du ministère de l'Intérieur qatarien. Il faut savoir qu'on a de très bonnes relations entre l'Arouya, qui est l'équivalent de la gendarmerie ici, et la gendarmerie française. C'est historique, c'est depuis les Jeux asiatiques de 2006, qui avaient été accueillis par le Qatar. Et aujourd'hui, il y a des échanges, des formations réguliers. Il y avait une équipe, par exemple, de forces de sécurité qatarienne qui avait été embarquée lors de l'Euro 2016 ou de la Coupe du Monde féminine en 2018 en France pour voir un peu comment la France gère la sécurité de ces grands événements sportifs. Alors, les grands projets au Qatar, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert puisque ces slides vont vous être partagés, mais c'est pour vous montrer que ces projets-là continuent, et ce, malgré la crise. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont été tout simplement annulés. Là, je parle par exemple du Shark Cross qui devait rejoindre Pearl à l'aéroport, mais la plupart des projets mentionnés sur ces slides sont maintenus, et donc vous avez également les principaux décisionnaires pour avoir un mapping un peu de qui suivre et qui cibler. Donc au niveau des hydrocarbures, le plus grand projet emblématique, c'est bien sûr l'extension de Northfield, donc c'est le champ gazier au nord du pays dont le Qatar Petroleum prévoit d'accroître ses capacités de production de 67% d'ici 2027. Et donc, ça va nécessiter à la fois un agrandissement de la raffinerie, mais également des solutions de sécurité, que ce soit en termes d'ID access, sécurisation physique, sécurisation numérique. Donc, tous ces points sont à prévoir. Les infrastructures du port et de l'aéroport, donc il y a un nouveau port, le port Hamad en eau profonde, qui a été inauguré en septembre 2017 et qui aujourd'hui continue de se développer. Il y a encore besoin de solutions. Et puis l'aéroport de Hamad International, qui est actuellement avec un projet d'extension, prévoit 64 nouveaux postes de contrôle. Au niveau des transports urbains, on est assez impliqué, la France, tant sur le métro que sur le tram. Puisqu'il y a Alstom, par exemple, qui travaille sur le tramway. Le métro est opéré, enfin, l'opération de la maintenance a été remportée par un conglomérat composé de RATP, SNCF Keolis. Je vais vous laisser la slide suivante. Dans l'environnement, en particulier la gestion de l'eau et des déchets, il y a également de grands enjeux avec des nouveaux réseaux d'assainissement et puis des centrales de gestion des déchets d'incinération qui devrait sortir très prochainement. Au niveau de l'urbanisme, Lusail City est vraiment la nouvelle ville emblématique en cours de construction au nord de Doha et qui a pour but d'être une ville connectée, donc avec tout un système de trafic intelligent et donc des solutions aussi pour les fournisseurs d'équipements de sécurité. Pearl est donc c'est l'île artificielle où généralement les expats, on va dire, d'un pouvoir d'achat un peu supérieur élisent résidence, et donc Pearl est aussi en train de construire de nouvelles tours. Bon, je ne vais pas tous les mentionner, mais voilà un peu un aperçu. Je vous laisse passer la slide suivante.
voilà, dans l'agriculture. Donc le Qatar, fort du blocus, a décidé d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2022. Donc il se met à fabriquer, enfin, et à faire sortir de terre des fermes pour avoir une réelle production locale. Le tourisme qui est associé au sport, donc c'est vraiment l'enjeu pour la sécurité aujourd'hui, c'est d'accueillir des nouvelles compétitions, d'accueillir des spectateurs massivement et puis d'assurer le bon déroulé et la sécurité de tous. Sur les secteurs de sécurité en particulier, quelques éléments à savoir. Donc, il y a un nouveau camp à Douail, donc qui est à l'ouest de Doha, qui est en cours de construction et puis qui devrait être pleinement opérationnel en 2021, qui est porté par les forces de sécurité intérieure et qui comprendra notamment une unité de contre-terrorisme, l'Afdawiya, le nouveau centre National Command Center, une prison, des bureaux pour le ministère de l'Intérieur. Donc c'est vraiment un très gros projet. D'ailleurs, si vous avez le plaisir de venir à Doha, vous pourrez voir, c'est une forme de château, c'est magnifique. Vous avez également le ministère de l'Intérieur qui travaille sur plusieurs autres projets de construction, notamment le siège de la police de secours Al-Fazaa à Messaïmer, le Chamal Security Complex, un département de gestion des passeports et des expatriés à Douail et 2 commissariats. Donc, si je vous mentionne tous ces projets, c'est parce que derrière, il va y avoir des appels d'offres pour des équipements. Donc, voilà, soyez en alerte. Ras Laffan, l'extension, j'en ai déjà parlé. Le Hamad International Airport aussi. Alors, les zones économiques spéciales. Ça fait partie de la stratégie du Qatar d'attirer des investisseurs étrangers pour développer une production locale. Donc, aujourd'hui, ils ont 2 zones franches, on va dire opérationnelles, donc Oumaloul et Ras Abou Fontas, près du port et de l'aéroport, qui sortent de terre. Hein. Donc là, il y a aussi tout à faire. Donc ça peut être des opportunités pour vous. Et puis la ville de Lusail, j'en ai déjà parlé. Donc il sera un peu l'étendard de Smart City au Qatar. Au niveau des technologies, donc le Qatar se prépare à migrer de solutions Tetra vers LTI. Donc ça pose aussi des problèmes et des opportunités pour tout ce qui est protection des données, de même que le déploiement de la fibre optique ou la VSAT. On a en projet au Qatar également, le ministère de l'Intérieur travaille sur un nouveau système d'infrastructure géospatiale unifiée, qu'il a rebaptisé NGM, afin de pouvoir, on va dire, mettre de l'interopérabilité entre le centre de commande et les services d'urgence, donc entre la police et les urgences médicales en particulier. La Direction générale des gardes-côtes a également pour projet de développer un nouveau système IT qui nécessitera notamment des systèmes de données vocales ou biométriques, de l'analyse audio et identification des utilisateurs, puis un système de logiciel pour gérer les opérations et la maintenance. Le Qatar prépare aussi de migrer vers Talatou Project. Donc ça, c'est de faire en sorte que tous les systèmes de surveillance, parce qu'il y en a quand même beaucoup au Qatar, on est un pays très surveillé, puissent pouvoir être interconnectés entre eux. Et donc, il y a là aussi des opportunités en termes d'analyse de données, de connectivité, mais aussi d'économie d'énergie parce qu'on a besoin d'énergie pour faire tourner tout ça. Et puis enfin, le programme TASMU, ça c'est un programme porté par le ministère des Transports et des Communications dans le cadre de la transformation digitale du pays. Donc, ce programme a identifié 5 verticales dans lesquelles ils ont des besoins en termes de numérique notamment. Donc les verticales sont le transport, la logistique, l'environnement, le sport et la santé. Alors, comment réussir au Qatar ? Vous voyez, il y a des secteurs porteurs bien identifiés. Mais en termes de bonnes pratiques, donc il faut savoir que le Qatar est très courtisé, hein, on n'est pas attendu. Donc, lorsque vous devez répondre, soumissionner, votre offre technique et commerciale doit être à la hauteur. Vous ne pouvez pas proposer des tarifs mirobolants parce que
Ils sont très âpres en négociation et puis très bien conseillés. Donc l'Eldorado, c'est un peu terminé. Aujourd'hui, ils regardent chaque virgule et ils sont prêts même à renégocier les contrats déjà signés. Donc voilà, il faut être un petit peu armé et aussi surtout patient. Le Qatar, c'est un marché qui s'appréhende sur le long terme. On ne peut pas venir 2 jours en mission et puis repartir avec un contrat signé. L'intuitu personnel est très important. Donc, vous avez besoin de nouer des relations, de confiance, et puis également prévoir plusieurs déplacements sur la zone, y compris à très haut niveau, donc au niveau CEO. C'est un gage de sérieux et de motivation à leur montrer. L'implantation reste quand même la meilleure, on va dire, technique si vous voulez avoir plus de chances de remporter des contrats. Alors, je sais bien que pour une PME, ça peut aussi avoir un certain coût. Donc, je vais vous expliquer dans la prochaine slide quelles sont les solutions possibles pour pouvoir s'implanter sans forcément s'associer avec un partenaire qatarien. Et puis, l'approche politique dans l'obtention des contrats est assez importante et c'est pour ça que l'ambassade est vraiment à votre service et fait tout son possible pour pouvoir vous accompagner sur ce marché. Alors, il y a quand même quelques points de vigilance à garder en tête. Les délais de paiement peuvent être parfois très longs. Quand bien même ils soient prévus dans le contrat, mais bon, voilà, des fois ça traîne en longueur et donc l'important c'est vraiment de tout rédiger dans le contrat d'une part, bien vous préparer, vous faire relire par des avocats. On a des conseillers juridiques et des avocats français ou francophones qui opèrent au Qatar. Donc là aussi, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de vous faire accompagner. Les appels d'offres ne sont pas forcément tous transparents, donc voilà, vous devez aussi garder vos œillères ouvertes et puis venir chercher l'information et vous positionner parfois même avant l'appel d'offres. Et puis, ne pensez pas pouvoir faire des affaires au Qatar avec un partenaire régional, encore moins s'il est saoudien ou émirien. Aujourd'hui, ces acteurs-là n'ont plus accès aux appels d'offres publics, il faut le savoir, et ne sont pas forcément appréciés des sociétés locales. Donc, quand elles voient un numéro qui commence en plus 971 pour les Émirats ou 966 pour l'Arabie Saoudite, parfois ils ne répondent même pas. Donc, si vous voulez aborder le Qatar, il faut identifier un partenaire qatarien et puis traiter depuis la France. C'est encore la meilleure solution. Alors, comment se positionner sur le marché? Donc, le suivi des appels d'offres est très important. Aujourd'hui, il y a une plateforme pour suivre tous les appels d'offres publics qui s'appelle Monacasat, qui est gérée par le ministère des Finances. Et tous, je ne sais pas, mais en tout cas, les appels d'offres du ministère de l'Intérieur, ils sont référencés. Vous avez également les sociétés semi-publiques, voire privées, qui ont leur propre base d'appels d'offres. Pour ces acteurs-là, comme Hamad International Airport ou Qatar Petroleum, il y a besoin de se faire référencer, donc être dans leur vendor list. Ça aussi, il faut le préparer, il faut envoyer une slave de documents. Donc, si c'est trop lourd pour vous, alors il faudra travailler en collaboration avec des partenaires ici qui sont déjà dans les vendor list. Donc, l'export reste encore la solution la plus souple pour des PME. Et là, un Business France peut vous aider pour identifier des partenaires locaux, que ce soit des distributeurs, des intégrateurs qui ont pignon sur rue et qui peuvent collaborer avec vous. Se faire connaître est très important. Le Qatar, c'est pas un pays de salon, donc quand il y a des salons, c'est important d'y venir. Et dans la sécurité, le gros salon, c'est Milipol, qui est d'ailleurs porté par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est vraiment un gage aussi de sérieux et de motivation de leur montrer que vous êtes présent à Milipol et que vous vous intéressez vraiment au Qatar. Au niveau de l'implantation, aujourd'hui, vous avez des possibilités de vous implanter à 100% capitaux étrangers, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Alors, si vous êtes une société plus de services où il n'y a pas besoin d'importer du matériel, vous avez la solution du Qatar Financial Center,
qui est plus souple et qui est régi par la common law. Donc, on va dire, en termes de juridiction, c'est un peu différent que la loi qatarienne. Vous avez donc les free zones dont je parlais. Là, c'est plutôt pour les sociétés de production où il y a besoin de stocker des produits. Et puis, le schéma classique, c'est de nouer une joint venture avec un partenaire qatarien, mais qui aura donc 51% des parts minimum, qui restera majoritaire. Et de plus en plus, le Qatar favorise les projets PPP, donc les partenariats publics-privés. Il y a une nouvelle loi d'ailleurs qui a été promulguée ce mois de juin, la loi 12/2020, pour réguler les projets PPP. Voilà, merci à tous et puis je suis prête à vous répondre à vos questions. Alors, Christelle, on avait déjà une question sur le lien qui ne semble pas fonctionner. Le lien sur… Lequel Monacassat Oui, Monacassat. Alors, on a déposé là, oui. On est en France. Je pense que c'est des gens qui sont basés en France qui ont peut-être… si vous avez la possibilité d'utiliser un VPN pour vous identifier sur le Qatar, je pense que vous pourriez accéder. D'accord. Bon, on donnera… Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle, c'est Mohamed El Zain d'Idemia. Je suis basé au Qatar, mais j'ai essayé le lien non plus, ça marche pas en fait. Mais bon, alors je vais revoir le lien. On verra le PPT, le PDF. Ouais, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y avait une question qui était complètement liée au salon, mais je vais laisser à Marie l'occasion de vous présenter le salon. Donc, vous aurez vos réponses à cette question sur justement le fait qu'il soit maintenu ou pas. Donc, bonjour à tous. Navré, j'ai eu quelques problèmes de connexion. Les bonheurs du télétravail, entre le télétravail et le bureau. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Il y a un bruit de soufflerie, Marie. De soufflerie. Ah, alors, attendez, j'essaie de… Ça a l'air mieux là. Ça a l'air mieux? Oui, vous m'entendez plus clairement. Bon, très bien. Oui. Parfait. Alors je vais vous présenter rapidement le salon qui, je réponds déjà à la question qui a été posée, qui est maintenue. Qui est maintenu et qui présente déjà des signes très positifs. Je vais vous présenter déjà Milipol dans son ensemble. Certains d'entre vous ne le connaissent pas forcément. Donc, Milipol est un réseau d'événements dédié à la sécurité intérieure des États. Ce sont des événements qui sont organisés par Comexposium, mais sous l'égide du ministère français de l'Intérieur. La marque Milipol elle-même appartient à un GIE qui est composé de Civipol, Thales, Visium et Protecop. J'ai un problème. Marie? Oui. Ah, je croyais que tu avais perdu. Non, tu es là. En fait, j'ai un problème d'affichage. Quand je mets en diaporama, le texte disparaît. Donc, je vais laisser juste comme ça pour le moment. D'accord. Si vous appuyez 2 fois sur… il y a un effet, en fait, effectivement, avec le texte qui arrive par la suite. Ah, d'accord. D'accord. Donc, si vous appuyez 2 fois, normalement, ça devrait fonctionner. Ok, merci. D'accord. Si l'on regarde Milipol Qatar en soi, c'est un événement qui a été lancé en 1996, qui est placé sous l'égide du ministère de l'Intérieur qatarien, comme le disait très justement Christelle. C'est vraiment l'événement du ministère. C'est un salon qui est biennal et qui se tient les années paires à Doha. Donc, depuis 24 ans maintenant, les équipes à Paris et à Doha travaillent en étroite collaboration pour faire aujourd'hui de Milipol Qatar ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le plus grand événement international du Moyen-Orient dédié à la sécurité intérieure des États. Si vous arrivez, Aude, à changer de slide, c'est bien. Ça y est. Super, super. Si l'on regarde un petit peu en arrière, la dernière édition s'est tenue en 2018 et c'est une édition qui a connu un véritable record en termes de fréquentation, avec une hausse, vous le voyez, de 39% du visitorat, l'amenant à près de 8500 visiteurs. Également, vous le voyez sur cette slide, nous avons la chance de bénéficier d'un visitorat très fidèle, avec un taux de satisfaction de 92%. C'est près de 90% des visiteurs de 2018 qui ont stipulé vouloir revenir cette année.
Sur la slide suivante, Aude, donc toujours sur 2018, vous voyez en termes de délégations officielles, nous avons accueilli 314 délégués officiels, représentant également une augmentation de près de 30% et venant de 48 pays, parmi lesquels des pays qui sont des acteurs régionaux majeurs, également comme stipulé dans la présentation précédente, venant d'Oman, de Turquie, d'Algérie, du Koweït, de Tadjikistan. Donc, qu'attendre de Milipol Qatar 2020? C'est un peu la question que vous vous posez, mis à part le fait que l'événement se tienne, ce que je vous ai déjà dit. Milipol Qatar 2020 compte de nombreux atouts que sont principalement, dans un premier temps, le soutien indéfectible du ministère de l'Intérieur du Qatar, qui passe des commandes auprès des exposants pendant le salon. Et à titre d'exemple, en 2018, le ministère de l'Intérieur a signé des contrats sur site avec des exposants pour un montant déclaré de près de 140 millions d'euros. Milipol Qatar est également le premier salon du secteur à se tenir après la crise Covid-19 dans la région. Donc, il représente pour toutes les entreprises une réelle opportunité pour relancer le business. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Je pense que très peu de salons, même dans le monde, vont se tenir avec cette emprise-là sur la région et bien entendu sur ce secteur. Donc, c'est une opportunité pour les entreprises d'être présents et de relancer le business. L'autre atout, c'est que en termes de timing, le salon se tient pile au moment où le Qatar a un réel besoin en équipement pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2022. Et on sait que les demandes en termes de sécurité sont importantes. Et également pour soutenir les avancées dans le programme Vision 2030, dont parlait Christelle également précédemment, qui est cette stratégie nationale de développement. Enfin, sur la dernière slide, pour revenir également sur ce que vous pouvez attendre de Milipol Qatar 2020, le salon s'organise autour de 3 grands axes que sont la priorité donnée au business, le contenu et le networking. Donc, le business se fera entre plus de 8000 visiteurs-acheteurs et plus de 200 entreprises exposantes. C'est également une occasion unique pour les entreprises de présenter vos nouveautés. La presse est présente. On fait la promotion des entreprises exposantes auprès de la presse avant et pendant le salon. Et donc, on augmente votre visibilité. Également, à titre d'exemple, en 2018, nous avons eu 352 médias qui étaient présents, de nombreuses retombées presse, dont plus de la moitié hors du Qatar, en Turquie, au Liban, etc. Sur la partie contenu, le contenu est couvert par un programme de conférences qui adresse les sujets d'actualité. Je vous donne les 4 grands thèmes. Le premier est la sécurité by design, où l'on couvre la cybersécurité et les nouvelles technologies. La sécurité des grands événements qui vient finalement complètement en écho à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022, qui se prépare dès à présent. On fera également un rétex post-Covid-19 en traitant la gestion de crise et la sécurité sanitaire. Et enfin, la lutte contre les incendies, qui est un thème, vous le savez, j'imagine, très important au Qatar. Enfin, le networking, qui est rendu également possible en dehors des horaires d'ouverture du salon. Et nous en profitons de vous avoir et d'avoir des acheteurs qui se déplacent pour organiser 2 grands temps, qui est un dîner de gala pour tous les exposants et également la réception par l'ambassadeur de France au Qatar des délégations officielles et des entreprises françaises exposantes, donc qui se retrouvent dans un cadre en comité réellement privilégié. Voilà, donc vous voyez les grands axes de cette édition de Milipol Qatar 2020. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'aurais une question. Quelle est la fourchette de prix pour les stands
dans lesquels les entreprises françaises peuvent participer? Alors, tout dépend effectivement de la taille du stand, puisque c'est un prix qui est au mètre carré. On va y revenir. Je vous invite, voilà, dans la présentation de Martine et Aude, il y aura très certainement un découpage du prix. Bonjour, j'aurais également une question concernant la visite de délégation potentielle sur le pavillon France. Prévoyez-vous des rendez-vous avec les autorités, notamment le comité olympique du Qatar en gestion de la Coupe du Monde 2022 et tout ce qui peut être délégation du ministère de l'Intérieur? Alors, la délégation française est invitée et les invitations sont en cours d'envoi, de partage auprès des différents ministères. Les délégations officielles sont invitées par le ministère de l'Intérieur au Qatar. À ce stade, nous n'avons pas encore les détails, donc j'aurais du mal à vous répondre. C'est un petit peu tôt encore dans l'organisation. Bonjour Marie. Allez-y. Excusez-moi. Une question rapide concernant le temps maximum permis pour l'inscription pour le Millipol. Donc, jusqu'à quand on peut s'inscrire pour réserver la place au Millipol? Alors, en fait, vous pouvez vous inscrire finalement jusqu'à assez tard. Je ne vous invite pas à attendre plus tard dans l'année pour le faire parce que vous passeriez à côté d'une promotion que l'on fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les entreprises qui participent. Et on commence finalement déjà très en amont du salon à créer le lien entre les visiteurs qui s'inscrivent et les entreprises qui ont déjà confirmé leur participation. Donc techniquement, finalement, tardivement, mais pour profiter réellement de votre participation, il faut le faire. Je vous invite à vous inscrire rapidement. D'accord, merci. Je vous en prie. Une petite question sur les visiteurs. On a parlé c'est un salon qui est à prépondérance nationale qatarienne. On sait qu'il y a des visiteurs en nombre important de Turquie et du Liban, si j'ai bien entendu. Qu'en est-il des autres pays du Golfe, type Bahreïn, Émirats arabes unis, KSA, Koweït, etc. Alors, ils font partie des grands pays visiteurs. Alors, pas tous, bien entendu, parce que le blocus empêche une partie du visitorat régional. Néanmoins, le Qatar a des liens très forts également, comme présenté par Christelle de Business France précédemment, avec plusieurs pays de la zone. Et ces pays-là sont invités en délégations officielles. Donc, nous avons des délégations officielles d'acheteurs d'une grande partie des pays de la région. Le blocus empêchant malheureusement les pays très proches du Qatar, de se rendre au Qatar tout simplement. Mais oui, le Koweït vient en nombre, etc. Oui. D'accord. Et en ce qui concerne Israël? Non, Israël également est un pays qui est compliqué en termes d'accès pour le Qatar. Imaginez bien. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, sinon, on y reviendra. Oui, pas d'autres questions? Donc, Aude, je te laisse présenter ton action. Voilà, donc moi, je vais vous présenter le pavillon France à Millipol, Qatar. Voilà. Alors, le pavillon, déjà, l'organisation de pavillons collectifs pour la CCI Seine-et-Marne, c'est une histoire qui dure depuis plus de 30 ans. Hein. Le premier salon organisé par la CCI date de 1987, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, on n'est pas en expérimenté, on va dire. On a accompagné 3000 entreprises. Les paroles d'exposants, c'est la liberté parce qu'on vous propose des stands sur mesure, la convivialité parce que on essaye de faire les choses de façon sympathique et on a un petit espace commun, enfin je vous dirai tout ça, et puis l'efficacité parce qu'on essaye de faire au mieux. Voilà. Donc, en 2018, nous avions 4 îlots, comme vous pouvez le voir, au centre du salon.
sur 244 mètres carrés avec 21 exposants. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les activités. Voilà, détection radio, solutions antiterrorisme, transformateurs, cybersécurité, etc. Voilà, vous avez les photos aussi. Pour 2020, nous serons presque au même endroit, sauf que les 4 îlots seront séparés par la Grande Allée, ce qui est pas mal, parce que finalement, il y aura plus de personnes, plus d'exposants sur la Grande Allée, avec une surface un petit peu supérieure, puisqu'on passe à 280 mètres carrés. Les avantages du pavillon collectif, pour vous, c'est effectivement l'emplacement. Ce sont les stands sur mesure, puisque nous vous proposons du plus petit au plus grand par multiple de 3. En général, on démarre par 6 mètres carrés, mais certains exposants ont même moins. Donc, vraiment, on s'adapte à vos souhaits. Le stand est tout inclus, décoré, meublé, habillé, éclairé. Voilà, c'est vraiment du tout inclus. On prend tout en charge, la logistique. Nous sommes en partenariat aussi avec Daher, Sébastien Thielin, qui est ici en réunion avec nous pour le transport du matériel. Donc, et puis la convivialité avec un espace commun et où vous pouvez venir prendre l'apéritif, votre café quand vous voulez. Ça vous est réservé à vous et à vos invités. Effectivement, des délégations officielles comme on l'a vu tout à l'heure, et peut-être, en tout cas ça a été le cas l'année dernière, il y a eu un dîner avec l'ambassadeur, on va faire en sorte de pouvoir le faire également cette année. Voilà, le stand, comme je vous disais, tout habillé, éclairé, etc. Avec effectivement une signalétique bien française, bleu, blanc, rouge, et la Tour Eiffel. Mais cette année, alors ça c'est, attention, ce sont les visuels 2018, je n'ai pas encore les visuels 2020, qui peuvent être un petit peu différents. Concernant le voyage pour vous rendre à Doha, ce sera à votre charge. Nous n'organiserons pas le voyage parce que des entreprises souhaitent arriver. Voilà, ce sera chacun prendra son billet d'avion. Sachez que nous avons eu une question d'une entreprise dont un des commerciaux souhaitait passer quelques jours de vacances pour découvrir le pays avant et après. L'hôtel lui donne les mêmes avantages que les... Voilà, notre prix négocié à l'hôtel lui sera attribué. Alors, 135 € pour la nuit, sachant que c'est un 5 étoiles. Les chambres sont à peu près entre 40 et 45 mètres carrés, avec un coin travail, un coin salon. Enfin bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est très très bien. Le bulletin d'inscription, il fait 4 pages et voilà, donc je voulais juste vous montrer le prix puisque vous avez posé la question. Donc, tout inclus, votre stand est à 685 € le mètre carré. Si vous voulez un angle en plus, c'est 285 par angle. Les frais d'inscription qui sont fixés par Comexposium à 498 € comprennent les invitations, les cartes, les badges, voilà. Tout ça, les frais de gestion pour nous, pour organiser tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour, j'ai une question par rapport à l'organisation des rencontres avec les délégations. Comment ça se passera? Est-ce qu'on vous fait savoir nos souhaits de rencontre? Est-ce que c'est aux délégations de choisir selon les personnes, les entreprises qui exposeront? Comment est-ce que vous allez organiser ça, en fait, finalement? Comment est-ce que nous, on pourra savoir qui on peut rencontrer Ça, je laisse Marie démarrer. Nous, en fait, si vous nous dites, nous sur le pavillon France, si vous nous dites, je souhaite rencontrer une délégation, on cochera votre stand comme étant intéressé. Voilà.
Oui, voilà, c'est avec les délégations, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que vous vous manifestiez auprès de la CCI, auprès de l'organisateur pour dire voilà, quel pays vous avez envie de rencontrer. On leur soumet et après, effectivement, la délégation organise sa visite aussi en fonction du temps imparti, etc. Mais effectivement, les souhaits vont dans les deux sens. D'accord. Et est-ce qu'on aura parce que souvent vous avez plusieurs délégations dans un seul pays, tout le monde n'a pas la même raison d'aller à Milipol, parce que certains sont intéressés dans les nouvelles technologies, d'autres la sécurité, etc. Est-ce que nous, on aura le détail de voilà, qui sont les délégations et quels sont leurs centres d'intérêt pour leur visite sur le salon? On aura accès à ce genre d'informations en amont pour pouvoir justement vous faire part de nos souhaits, parce que dit comme ça, moi, je coche toutes les cases et je vous dis toutes les délégations m'intéressent, mais est-ce qu'on aura un petit détail quand même qui nous permette de vous faire savoir exactement ce qui nous intéresse? Honnêtement, une édition ne ressemble pas à une autre. Tout dépend de la structure de la délégation, etc. J'aurais beaucoup de mal à vous dire oui ou non quel est le type d'information que nous allons recevoir de la part des délégations et à quel moment. Je sais que les délégations c'est toujours un sujet un peu nébuleux, mais malheureusement, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui les détails que nous allons pouvoir vous communiquer. D'accord, merci. Mais nous faisons notre maximum. On sait que c'est dans l'intérêt de tous de leur faire gagner du temps, de vous faire rencontrer la typologie d'acheteurs que vous ciblez. Donc vraiment, nous mettons tout en œuvre pour vous garantir un visitorat qui soit de qualité et qui corresponde exactement à vos besoins. Parfait. D'accord. J'ai une petite question concernant est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des espaces extérieurs d'essai de véhicules? J'interviens pour le compte du seul constructeur français de scooters électriques qui est leader avec à peu près 40% du marché, qui développe des scooters à haute performance pour tout ce qui est police, gendarmerie nationale, etc. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois Milipol, mais pour d'autres sociétés. En général, est-il possible de mettre en place une zone d'essai extérieur qui permette d'essayer ces véhicules? Alors, c'est une excellente question. Je vous remercie. Merci de l'avoir posé. C'est un point qui est intéressant, qui finalement n'a jamais été abordé, mais c'est quelque chose que l'on peut regarder. On peut tout à fait le regarder et discuter avec le parc et le ministère pour voir ce que l'on peut mettre en place. Voilà, c'est intéressant parce que historiquement, sur les 4 ou 5 Milipol que j'ai fait, il y a une absolue demande des gens. Ils veulent monter sur la machine et essayer ses performances. Bien sûr, ce sont des machines très connectées, donc on peut à distance les contrôler, limiter la vitesse, la puissance, de façon à ce que des néophytes n'aient pas d'accident. Mais c'est un point extrêmement important pour nous de pouvoir faire essayer ces machines. Qui sont des machines françaises. C'est important. Oui, c'est important, vous avez raison de le souligner. Ce sont les seuls constructeurs au monde de scooters électriques français. Donc, voilà. Alors, nous avons déjà eu des véhicules, mais qui sont statiques, exposés à l'extérieur. Là, il faudrait voir si effectivement on peut faire des démonstrations en mouvement, donc des véhicules. Ouais. Parfait. Merci pour votre réponse et pour, si vous le voulez bien, la réponse que vous voudrez bien m'apporter le moment venu. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? On va passer la parole à Mathilde, du coup. Voilà. Aude? Oui, j'ai le… D'accord. Vous ne le voyez pas? Si, ça y est. C'est bon. Merci Aude. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Plantier. Je suis conseillère en développement international à la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et je travaille pour la Team France Export. J'interviens également dans mes activités sur une autre fonction qui est l'accompagnement des entreprises au montage de dossiers d'aide financière, à la recherche de financement. Et c'est plutôt à ce titre que Aude et Martine m'ont
demandé d'intervenir pour vous parler un petit peu des aides financières qui peuvent accompagner votre développement sur le Qatar, mais aussi sur d'autres marchés. Christelle nous l'a dit tout à l'heure dans son intervention, quand on s'intéresse au Qatar, il faut être patient. On peut pas y aller une fois et se dire qu'on va tout de suite décrocher un marché. Il faut y retourner. Tout ça coûte du temps, coûte de l'argent. Et il existe des dispositifs, un dispositif qui peut vous accompagner, qui est l'assurance prospection. Donc, coach, je veux bien que tu passes au slide suivant. Alors, l'assurance prospection, c'est un outil de l'État français qui va vous permettre de financer vos dépenses de prospection et de vous assurer contre le risque d'échec de vos démarches dans un ou plusieurs pays. Alors, je sais qu'on a beaucoup débordé sur le temps, donc je vais essayer d'être très rapide dans ce que je vous présente. Quelques fondamentaux. Donc, à qui s'adresse l'assurance prospection pour que vous puissiez savoir si vous pouvez effectivement monter un dossier. Donc, des entreprises à la fois TPE, PME et ETI. Ce qu'il faut, c'est avoir au minimum une année d'exercice, une année d'activité, une liasse fiscale à présenter, et on peut aller jusqu'à un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, donc la marge est importante. Ce qui va être regardé dans l'instruction d'un dossier qu'on peut déposer auprès de BPI France, c'est BPI France qui gère aujourd'hui les dossiers d'assurance prospection, c'est la valeur ajoutée française, puisque les fonds, ce sont des fonds de l'État français. Ce qu'il faut, c'est pouvoir justifier d'une valeur ajoutée française suffisante. Les pays qui peuvent être couverts par l'assurance prospection, quasiment tous les pays, il y a quelques exclusions, notamment des pays où il peut y avoir des embargos. Et avant de monter un dossier, il faut regarder 3 choses principales. Le ou les pays vers lesquels on veut monter ce dossier. Donc, on peut monter un dossier d'assurance prospection sur le Qatar, uniquement un pays. On peut monter un dossier sur 2, 3, 4 pays. Il peut y avoir ou pas une logique de zone. C'est à vous de décider les pays vers lesquels vous souhaitez faire cet effort commercial. La deuxième chose que vous allez devoir déterminer, c'est la durée de votre dossier. Donc aujourd'hui, tel que se présente l'assurance prospection, vous pouvez être aidé sur 2 ou 3 années. Donc c'est la durée pendant laquelle vous allez être aidé dans votre effort commercial sur le ou les pays que vous avez choisis. Et puis le troisième chose à déterminer, c'est le budget que vous sollicitez. Donc, on peut présenter un dossier dès 30 000 euros. Donc, monter un dossier d'assurance prospection, c'est pas forcément c'est pas forcément de très gros dossiers. Et pour déterminer ce budget, vous allez devoir monter un plan d'action. Et c'est vraiment ça qui est important quand vous préparez votre dossier. Alors, dans les dépenses éligibles, je vous ai listé quelques dépenses, mais ça n'est pas exhaustif, ça va bien au-delà. On va pouvoir prendre en compte vos frais de déplacement, le billet d'avion aller-retour, vos frais de séjour sur place, vos chambres d'hôtel, vos déplacements locaux. Vos salaires pendant la durée de vos déplacements sur place sont valorisés dans un dossier ou peuvent être valorisés dans un dossier. Le coût de participation à un salon. Donc, si vous avez un dossier d'assurance prospection sur le Qatar et que vous participez à Milipol Qatar, eh bien, le coût de participation au salon pourrait être pris en compte. Des frais d'interprétariat, des frais de traduction peuvent rentrer dans votre dossier. Si vous souhaitez aller plus loin que la participation à un salon et vous faire accompagner par l'organisation d'une mission de prospection, elle peut être prise en charge. Vous pouvez retrouver des dépenses marketing, d'études de marché, de frais de communication, d'adaptation de vos produits au marché. Ça peut être également, si vous souhaitez mettre en place un VIE dans le pays, il va pouvoir être pris en compte. Si vous vous implantez, les frais d'implantation vont pouvoir l'être aussi. On a parlé tout à l'heure de frais d'avocat, ils vont pouvoir être pris en charge. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'effort commercial que vous allez engager dans ce ou ces pays qui pourront être pris en charge. L'aide, elle va se situer à hauteur de 65% du budget qui est garanti, qui vous a été accordé. Donc, c'est la quotité garantie. Et puis, le remboursement, c'est une avance remboursable. Elle sera fonction du chiffre d'affaires que vous allez générer sur le pays
sur la durée de votre dossier. Alors, on va passer tout de suite à la slide suivante. Et là, c'est un exemple pour bien comprendre comment fonctionne un dossier. Donc, dans cet exemple, on a choisi d'être aidé sur une période de 2 ans et on a un budget garanti qui est de 100 000 €. Donc, le contrat se déroule en 3 périodes successives. La première période, c'est la période de prospection pendant laquelle vous allez être aidé. Et vous allez être aidé, donc je vous ai dit, à 65% de ce budget de 100 000 €. Donc, ça veut dire que vous allez percevoir 65 000 €. Ces 65 000 €, ils vont vous être versés en 2 fois. Une première fois à la signature du contrat. Donc, au démarrage, la moitié de ces 65 000 €, donc à savoir 32 500, vont vous être versés. Donc, c'est vraiment une avance de trésorerie. À ce moment-là, vous n'avez pas encore réellement commencé à dépenser et à engager votre prospection. Ensuite, vous allez dérouler votre prospection pendant 2 ans. Et au terme de ces 2 années, on va faire un bilan de ce que vous avez effectivement dépensé. Si vous avez dépensé vos 100 000 €, ben vous aurez la deuxième tranche de 32 500. Suite à cette période, vous avez une période de franchise de 2 ans pendant laquelle vous allez continuer vos démarches de prospection, mais vous ne serez plus aidé. Et au terme de ces 2 périodes, donc 2 ans de prospection, 2 ans période de franchise, on va faire le bilan du chiffre d'affaires que vous avez généré sur le ou les pays qui sont couverts par votre dossier. Dans cet exemple, on avait un prévisionnel de réaliser un chiffre d'affaires de 700 000 €, mais finalement, on a réalisé un chiffre d'affaires que de 500 000 €. Le montant que vous allez rembourser sera de 10%, c'est le taux d'amortissement des 500 000 € générés, soit 50 000 €. Et ce montant que vous allez devoir rembourser va s'échelonner sur une période de 3 ou 4 ans. 3 ans si on a monté un dossier initial sur 2 ans, ou 4 ans si le dossier initial était sur 3 ans. Si jamais votre démarche de prospection se traduit par un échec, vous n'avez pas pu générer de chiffre d'affaires, vous vous engagez à rembourser au minimum 30% des sommes que vous avez perçues. Donc, dans notre exemple, 19 500. Et si en revanche c'est un succès total et que votre chiffre d'affaires il est bien supérieur à ce que vous aviez prévu, au maximum, vous rembourserez ce que vous aviez perçu. Donc, vous ne rembourserez jamais plus que l'indemnité qui vous a été versée. Donc, voilà de manière très synthétique comment fonctionne un dossier. Ce document-là, c'est un document que vous pouvez télécharger sur le site de BPI France. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, ce qui était écrit, vous l'aurez vu, je pense, c'est qu'il y a une prime qui est à verser. C'est un produit qui a un coût, c'est une assurance. Donc, comme toute assurance, il y a un coût, 3% du budget garanti, mais que vous n'avez pas réellement à débourser puisqu'il est déduit du premier versement de l'indemnité au démarrage du contrat. Voilà ce que je peux vous dire sur l'assurance prospection. On va passer à la dernière slide. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que l'assurance prospection, c'est donc à la fois un soutien de trésorerie pour vous. Ça vous permet de financer vos dépenses de prospection et c'est une assurance en cas d'échec de vos démarches. Pour aller plus loin, je peux vous inviter à aller sur le site internet de BPI France. Donc, le dépôt des dossiers se fait en ligne sur la plateforme de BPI France. Et si vous voulez plus d'informations, je dirais deux voies de contact. Votre direction régionale BPI France ou votre conseiller international Team France Export qui peut vous donner plus d'informations, d'explications et peut-être même vous aider à monter votre dossier. Si vous ne connaissez pas aujourd'hui votre référent Team France Export, n'hésitez pas à nous contacter. Aude, Martine ou moi, on pourra vous orienter vers la personne qui suit votre entreprise. Voilà, et je reste à votre disposition si vous avez des questions, bien évidemment. Merci Mathilde. Écoute, c'était très très clair. Je ne sais pas si on va avoir des questions. On a bien dépassé le temps, je suis désolée. J'essaie de faire au plus vite. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Non, des témoignages sur le Qatar, des expériences à évoquer sur le Qatar? Non?
Je peux partager une petite expérience qu'on avait au niveau IDEMIA, si vous voudrez, Mohamed El Zain avec vous. Nous sommes au Qatar depuis très longtemps et récemment, on est implémenté au Qatar au niveau compagnie, on a ouvert un bureau. Vous n'avez pas évoqué, je pense, Christelle, elle avait dit que elle peut évoquer la façon que les compagnies peuvent suivre pour ouvrir un bureau ou bien pour faire un partenariat. Nous avons l'expérience de travailler en direct depuis l'extérieur avec le ministère de l'Intérieur depuis 1994 à peu près. Mais récemment, vu le blocus qui est depuis 3 ans, on a décidé d'ouvrir un bureau. Et pour ouvrir un bureau en tant qu'IDEMIA au Qatar, on a préféré d'aller pas en direct avec quelqu'un, un Qatarien, mais on a ouvert au travers une société, un institut semi-gouvernemental qui s'appelle QFC. C'est Qatar Financial Center. C'est l'une des méthodes que les compagnies étrangères peuvent passer au travers ce bureau-là pour ouvrir une branche ou bien un office local. Ce sera un sponsor, genre de sponsor, mais une entité et pas une personne locale. Et ça, c'était bien de le faire pour nous, car ça, c'est pas très compliqué c'était pas compliqué, très compliqué pour ouvrir le bureau. Et ça nous aide dans quelques parties à faire même les visas des personnels et tout. Ça simplifie la vie, quoi. Donc, j'ai aimé juste mentionner ça, car je sais que les petites compagnies, c'est mieux d'aller au travers soit le Free Zone, car il y a aussi le Free Zone qui est ouvert, je pense, l'année dernière, Christelle, non? Free Zone. Oui, tout à fait. Et puis le QFC. Donc, ils ont ces QFC. deux. Voilà. Et Millipol, on a l'habitude de participer à Millipol, que ce soit en France ou bien ici au Qatar. Et vraiment, ça, c'est une opportunité pour exposer vos solutions. Donc, et j'encourage tout le monde à le faire, quoi. Et merci à tous. OK. Merci pour cette votre conférence. témoignage. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Ben, voilà. D'autres témoignages? Non? Bon, ben c'est peut-être le moment de se quitter alors. Ben, voilà. Écoutez, Merci et bonne journée à tous. Donc. Merci à tous pour votre participation et belle journée. Et on vous renvoie les slides et l'enregistrement de cette vidéo. Bonne journée à tous. C'était Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Tu peux couper l'enregistrement peut-être, Martine? Je ne sais pas le couper, l'enregistrement. Je raccroche, je pense. Je raccroche.